réalisme s'introduit toujours lorsqu'il y a un problème et nous entraîne finalement dans un gouffre, car le réalisme, ce n'est que l'imitation de la vie, alors que le théâtre ne se réduit pas à la vie. Il est la vie plus un rythme, la vie plus un dessin. Notre invitée est aujourd'hui Ariane Mnouchkine. Comme j'ai beaucoup hésité sur la manière de la présenter, tant l'engagement, le parcours, l'œuvre, les honneurs sont riches, qu'il prendrait tout le temps qui nous est imparti. La présentation va être lithotique et le reste va être fait par la conversation. Donc, Ariane Mnouchkine, metteur en scène, scénariste, réalisatrice, fondatrice et directrice du Théâtre du Soleil. Bonjour Ariane Mnouchkine, ravie et honorée de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Mais oui, bonjour, merci de cette invitation. Ariane Mnouchkine, ce rapport au réalisme dont on a parlé dans l'exergue, mais encore au réel et à la réalité, va être le fil rouge de notre conversation aujourd'hui. Nous commencerons par des arrangements. Nous allons commencer sur des arrangements que vous prenez avec la réalité par rapport à votre histoire familiale. Certains dénis frappants, dirais-je. Vous avez toujours su que vos grands-parents paternels russes ont été déportés. Vous faites semblant avec vous-même de ne pas savoir, d'ignorer cette judéité. Vous faites semblant de n'apprendre cette judéité qu'à l'âge de 20 ans, la judéité qui a été la cause de leur déportation en fin de compte. Vous faites savoir de ne l'apprendre qu'à la faveur d'une question posée par Philippe de Broca, votre père. Oui, non, mais je ne fais pas semblant de l'apprendre, je l'apprends. Vous faites semblant avec vous-même. Vous faites semblant avec vous-même. Mais bon, je l'apprends et en même temps, rétrospectivement, je me dis, mais quand même, qu'est-ce que tu t'étais raconté, voilà. Et au fond, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si je savais ou si je ne savais pas. Voilà. Parce que je pense que mon père, quand il me répond, quand je lui dis, mon père ne me l'a pas dit, et qu'il me répond, parce que ça n'avait pas d'importance, qui est quand même une réponse extraordinaire, quand même. Je pense qu'il est innocent à ce moment-là. Il pense qu'au fond, les communautarismes n'ont pas lieu d'être. Sauf qu'entre-temps, quand même, il s'est passé la Shoah. Voilà. Et voilà. Donc, je ne dirais pas que je ne fais semblant de l'apprendre. Je crois que je l'apprends. Et en l'apprenant, je me dis, qu'en se fait-il que tu ne savais pas? Voilà. Bon. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce qu'effectivement, dans ma famille, on n'était pas religieux, on était respectueux des religions, mais pas religieux. Que justement, je pense que mon père, et déjà mes grands-parents d'ailleurs, déjà mes grands-parents se voulaient, universalistes et ne voulaient surtout pas être réduits à une communauté quelle qu'elle soit. Je pense d'ailleurs que ça les a probablement aveuglés, ça. Ils ont cru que même sous une des pires oppressions de l'histoire de l'humanité, on pouvait se croire universel. Deuxième déni, je dirais fondateur, Ariane Mnouchkine, l'illusion du rôle de votre lignée familiale, de votre lignée maternelle. Vous parlez beaucoup de votre père, beaucoup moins de votre mère. Vous aviez pourtant une tante, la sœur de votre mère, qui était comédienne, et de ça, vous ne vous souvenez que très tard. Oui, enfin ça je savais que mon grand-père paternel était devenu acteur et que la sœur de ma mère était comédienne, je le savais, je les connaissais, je les aimais beaucoup. C'est avec ma mère que j'avais des rapports plus compliqués. Donc je parle de mon père plus parce que je n'ai pas envie, parce qu'il y a quelque chose de douloureux dans mon rapport avec ma mère que j'ai envie d'étaler. Alors que mon père a été, comme je le dis très souvent, un père extraordinaire et qu'il m'a, au fond, ouvert le monde. Alors, ce serait très injuste de dire que ma mère ne m'a rien ouvert, parce que bien sûr qu'elle m'a ouvert des choses. Enfin, je veux dire qu'elle m'a ouvert un autre monde. Mais
c'est plus douloureux. Voilà, c'est plus douloureux. Et je pense que même dans une conversation comme la nôtre, il y a des choses qui au fond, ne pourraient probablement que s'écrire. Que s'écrire, avec les précautions de style que donne l'écriture, avec la distance que donne l'écriture, alors que si on y répond comme ça, dans quelque chose qui n'est pas une interview, comme vous l'avez signalé, mais qui est une conversation, il n'empêche que c'est un peu quand même un interview, et qu'à ce moment-là, des choses trop intimes, je pense, enfin en tout cas en ce qui me concerne, hein, je ne reproche pas aux gens qui y arrivent à en parler en interview, mais en ce qui me concerne, oui, c'est vrai, j'en parle très peu. Cependant, vous reconnaissez un rôle à votre mère. Vous dites ceci: dans sa folie, elle a sans doute aussi provoqué des visions poétiques et des chocs fertiles, y compris dans la résistance qu'elle a élevée en moi. Oui, je pense, ça c'est quelque chose que je dis dans le livre de Fabienne, non, de Fabienne Pasco. Voilà, Oui. c'est ce que je dis. C'est-à-dire, c'est des choses que sur lesquelles Fabienne m'a interrogée, mais qu'elle m'a permis d'écrire, au fond. C'est-à-dire, elle n'est pas restée à ma réponse brute d'interview. Vous voyez. Donc, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Ce que je venais de lire là, avec beaucoup de perspicacité, je dois dire, c'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire, bien sûr qu'elle m'a ouvert ce monde-là. Et dans la difficulté de nos rapports, elle m'a aussi probablement un peu aguerri et appris sinon forcé, appris à dire non aussi parfois. Ces dénis, ces illusions, nous avons l'impression qu'ils sont dans une démarche que vous revendiquez. Vous dites vous-même: je ne veux pas avoir de mémoire, je suis dans le présent. Ces arrangements avec le passé sont une manière de ne pas vous transformer en statue de sel, d'être vraiment dans le présent, d'être ancré dans le présent? Je pense que je ne veux pas avoir de mémoire, c'est mal dit. Voilà. Parce qu'évidemment, bien sûr que je veux avoir de la mémoire. Hein. Donc, si j'ai dit ça comme ça, effectivement, c'est quelque chose qui est mal écrit. Voilà. Parce que je crois que ce que je voulais dire, c'est que je n'aime pas cultiver l'amour du passé pour m'éloigner. Ouh là là, j'avais oublié ce détail. Vous entendez? Il y a Oui, mais c'est pas, mais j'entends plus votre voix. Votre voix couvre le bruit je sais pas quoi, c'est un camion, je sais pas quoi. Non, c'est un marteau-piqueur. Un marteau-piqueur? Oui. Est-ce que vous voulez m'attendre un instant? Je vais fermer une porte. Oui, je préfère quand même. Pardon. Est-ce que c'est supportable là? Oui, oui, non, on n'entend plus le marteau-piqueur. Très bien. Donc oui, j'aurais jamais dû dire ça. J'aurais jamais dû dire je ne veux pas avoir de mémoire parce qu'au contraire, je pense qu'il faut de la mémoire historique, etc. Ce que je voulais dire, c'est que au fond, je trouve qu'il y a des limites à la nostalgie. Voilà. Hein. C'est-à-dire, je connais des gens qui cultivent la nostalgie. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, ils n'aiment le présent que quand il est devenu passé et que donc, il porte en lui de la mélancolie, etc. Et ça, je cultive pas ça. Je ne cultive pas ça. Je pense que le théâtre me force d'une certaine façon, m'incite en tout cas à cultiver le présent, parce que c'est l'art du présent et on est au présent au théâtre tout le temps.
même quand on travaille sur une scène de Richard II, on était présent. Et voilà, je pense que je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que votre liberté totale face aux identitarismes vient de là, vient de ces arrangements, de votre manière de traiter la mémoire, de ces illusions? Ce père, par exemple, qui malgré la Shoah, la déportation dit, il ne revendique pas une appartenance. Ça vous a donné une très grande liberté. Finalement, cela a fondé votre universalisme, comme on le voit aujourd'hui. Mais je pense que oui, je pense que d'une certaine façon, même si pendant un moment je lui ai quand même dit tu vas fort quand même de ne pas m'avoir dit, sa réponse, mais ça n'avait pas d'importance, je l'ai comprise au bout d'un moment. Et donc, c'est vrai que je le remercie, je leur suis, à tous les deux d'ailleurs, ma mère et lui, je leur suis très reconnaissante de ne pas m'avoir enfermée, dans un identarisme, une communauté. Voilà, d'ailleurs, mon père était très, entre guillemets, patriote, hein, il était très français, il avait tout fait quand il est arrivé de Russie, là. Il a même, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard d'ailleurs, il a même, comment dire, devancé, voilà, son service militaire, parce que quand on devançait son service militaire à l'époque, on pouvait être naturalisé plus vite, etc. Donc, il a toujours gardé il a toujours gardé beaucoup de gratitude à la France et d'amour pour la France, mais ça ne l'enfermait pas ni dans un communautarisme, ni dans un nationalisme, quel qu'il soit. Et oui, voilà, je leur suis très, très reconnaissant de ne pas m'avoir enfermée, de m'avoir comme ça laissé la possibilité d'aimer le monde, voilà, d'aimer les gens du monde, les humains, voilà, les êtres humains. Sans distinction, alors là c'est banal hein, ce que je vais dire, mais sans distinction de race, de couleur, du moment qu'ils sont humains. Un certain rapport à la réalité, Ariane Mouchkine, a fait que depuis plus de 50 ans, vous avez décidé de faire vivre un genre d'utopie. Vous en parlez très bien d'ailleurs dans votre discours de Kyoto lors de la remise du prix. La troupe et vous en capitaine fracasse, la TEP puis le Théâtre du Soleil. Le but de la troupe, dites-vous, à vos débuts, c'est toujours d'être heureux, heureux par la troupe. Oui, je pense qu'une troupe de théâtre, et bon, ça aussi, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai, je pense qu'une troupe de théâtre, c'est probablement, appartenir à une troupe de théâtre, c'est probablement une des dernières aventures un peu mythologiques. Hein, c'est comme faire un grand voyage en bateau ou explorer des contrées inconnues. Et voilà, quand on est une troupe, on explore tous les jours des contrées inconnues. Parce que tous les jours, il y a... Enfin, bon, alors je vous dis ça parce que, évidemment, c'est beaucoup ce que je vis aujourd'hui. Vous entendez un peu le bruit et pour ça, qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que bon, on a repris le travail après ce putain de confinement. Hein. On va y venir. On va y venir. Voilà, donc on a repris le travail. On a repris le travail et donc on est une poignée qui préparons les espaces pour que quand toute la troupe arrive, on soit dans des, j'allais pas dire dans des règles, mais dans des règles du bon sens. Et donc, il y a un état d'urgence. Mais alors, on le ressent probablement plus aujourd'hui, en ce moment, l'état d'urgence, hein, en plus, qu'on nous serine à tout bout de champ pour justifier des choses qui ne sont pas tout à fait justifiables. Mais donc, il y a un bon état d'urgence. Être en état d'urgence, ça veut dire aussi être en état d'urgence de se mettre au travail, donc de servir, de faire ce pourquoi nous sommes ici, c'est-à-dire à un moment donné, rencontrer le public, accueillir le public et le rendre heureux. Et donc, ça a un rapport avec la troupe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une troupe, c'est un équipage.
comment dire, je me rends compte que quand même, il y a une enfance. Utopie, c'est une utopie. Une utopie, je répète, là, ce n'est pas l'irréalisable, une utopie, c'est l'irréalisé, c'est comme dit Théodore Monod. Donc, on est tout le temps en train d'essayer de réaliser quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. Et donc, il y a une enfance. Il n'y a pas de troupe s'il n'y a pas un peu d'enfance. Il n'y a pas de troupe s'il n'y a pas de la joie, s'il n'y a pas de l'insouciance même, je dirais. Et bon, alors en ce moment, c'est un peu difficile d'être insouciant. Mais au fond, s'il y a une sorte d'insouciance, si au moment précis où on est en train de faire quelque chose, on sait que c'est exactement ce qu'on doit être en train de faire. Voilà. Donc à ce moment, il y a une sorte, en dépit de tout, il y a une sorte d'insouciance. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a de l'inconscience. C'est pas tout à fait pareil. On n'est pas inconscient. Nous ne sommes pas inconscients ni de la souffrance de ce qu'a provoqué cette maladie, ni des morts, ni de la souffrance des familles, ni de, je dirais, de la cruauté humaine que cela a dévoilée, ni aussi de la bonté humaine que cela a dévoilée. Donc, mais c'est vrai qu'au moment où, voilà, on a commencé à régler les choses, à mettre cette tente pour avoir plus de place pour manger, pour que ça, il y avait une sorte de, je regardais dans les corps, dans la façon dont les garçons et les femmes travaillaient là, comme ça, la façon dont peu à peu leur rythme s'est accéléré, dont les rires ont commencé à réapparaître, les blagues, les joyeusetés, la joie. Je me disais, bah oui, au fond, quand on est dans l'action, même la plus humble, qui est de brancher une cafetière, mais de savoir que c'est exactement là qu'il faut la brancher pour que voilà, il y ait du bon café au bon moment. Il y a une sorte on se remet à respirer, on se remet à respirer, à espérer, à agir, et cette soumission, cette impuissance dans laquelle de mauvaises directives, ou en tout cas des directives mal formulées, nous avaient réduit. Tout d'un coup, voilà, on arrivait à les surmonter. Et voilà, je ne veux pas être trop longue. Non, allez-y. Je voudrais revenir à la troupe. Vous avez parlé de l'enfance inhérente à la troupe. Mais justement, dans la troupe aussi… L'enfance inhérente à l'art du théâtre. Je crois qu'il n'y a pas d'art de l'acteur sans possibilité d'aller chercher dans son… C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, ah non, j'ai mal parlé quand j'ai dit je ne veux pas avoir de mémoire. C'est une erreur. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Parce qu'au contraire, nous allons tout le temps, quand on fait du théâtre, et je pense quand on écrit aussi, je pense que beaucoup d'art nécessite comme ça d'aller replonger dans les trésors de l'enfance sans forcément les nimber de nostalgie, de mélancolie. Non, bien au contraire, c'est comme si on allait puiser dans une source d'énergie et de courage, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus courageux qu'un bébé qui apprend à marcher, À chaque fois que, l'autre jour, il y a une des comédiennes qui me dit « Regarde, il marche. » Et elle m'envoie une petite vidéo. Et le courage de ce bébé, qui est en… Et on va dire qu'il n'a pas encore la conscience du danger. Il n'est pas conscient de son âge. Je suis pas sûre parce qu'il y a un… Non, je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre du tout parce qu'il risque à tout moment de tomber et il le sait. Il se rattrape sans cesse et il tombe et il remonte. Donc il a tout à fait conscience qu'il va tomber. Non, faut pas ternir le courage des bébés en disant que c'est parce qu'ils n'ont pas conscience du danger. Je crois pas. Je crois que c'est au contraire un des premiers moments de courage. C'est quand une petite fille ou un petit garçon se met sur ses deux petits pieds, tout petits, et qu'il essaie de marcher en s'agrippant à une chaise ou à une table. C'est un moment, je trouve, colossal, moi. Chaque fois que je vois ça, je trouve que c'est colossal, tout simplement. C'est
C'est un des moments où l'être humain, où l'humain est colossal. Il se met debout. Ce qui passe, c'est pas gagné hein, quand même. C'est pas gagné, puisqu'en plus notre corps n'est pas encore tout à fait bien pour être debout. Il est entre. C'est pour ça qu'on a des mal de dos, des maux de dos, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas encore tout à fait. Nous ne sommes pas encore tout à fait. Notre corps n'a pas suffisamment évolué, paraît-il. Hein, c'est ce qu'on m'a dit, pour être debout. Pour rester sur l'enfantin, inhérent à l'art, c'est vrai qu'il est essentiel à l'art, au théâtre, mais encore plus pour la troupe. Parce que dans la troupe, il y a cette idée de toujours ensemble, pour toujours. Mais cela n'a pas toujours fonctionné, au fait. Cela n'a pas toujours résisté. Il y a eu des départs chez vous. Il y a eu Abkarian, il y a eu Léotard. Et vous dites qu'à chaque fois, vous vous sentiez quitté, presque répudié. Oui, quitté. J'ai ajouté répudié parce que ça correspond à ma culture. Voilà, j'ai compris. Parce que c'est le divorce unilatéral, en fait. Mais je pense que quitter, c'est déjà bien suffisant. Répudier, il y a quelque chose de plus violent. De plus violent, parce que quelqu'un a le pouvoir de répudier et pas l'autre. Donc, quand on est quitté, c'est vrai. Non, c'est vrai, bien sûr, mais je pense que quand on se marie, parce qu'il y a une sorte de mariage quand on travaille en troupe, on croit toujours que c'est pour l'éternité. Et d'ailleurs, avec certains, ça l'a été, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans la troupe depuis 30 ans, 40 ans, 35 ans, d'autres qui sont partis et qui sont revenus. Hein. Donc, il y a eu des retrouvailles après des ruptures. Donc, voilà, oui, c'est vrai, vous avez raison. Quand quelqu'un rentre dans la troupe, vraiment, moi, je ne me pose jamais la question de quand est-ce que ça va se terminer. Ce serait très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Quand je me dis, bon, lui ou elle, on va voir, hein, c'est pour ce spectacle, mais après, c'est très mauvais signe. Je dirais que de ma part, je ne l'engagerais pas. Voilà. Si je ne me disais pas inconsciemment, même sans le dire, si je ne me disais pas, bon, voilà, c'est pour très longtemps en tout cas, je pense que je ne m'engagerai pas vis-à-vis de cette personne. Parce que c'est vrai, quand on travaille en troupe, effectivement, il faut se supporter non seulement sur scène, non seulement dans le travail, mais il faut se supporter 5 jours au moins par semaine à table, le matin. Est-ce qu'on a envie de manger? Est-ce que la façon de manger de cette personne est supportable pendant des années? Est-ce que c'est d'ailleurs des questions qui se posent en couple aussi, c'est-à-dire quand on aime quelqu'un, alors soit on aime, il y a l'amour et on supporte, mais est-ce qu'on supporte toute la vie? Donc c'est quand même quelque chose, une troupe, il y a du fusionnel. Je ne sais pas s'il y a du fusionnel, mais en tout cas, il y a beaucoup d'affect. Voilà, il n'y a pas que des relations professionnelles, d'estime réciproque professionnelle. Il y a de la tendresse, il y a des affinités ou un peu moins d'affinités. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Certains d'entre nous avons beaucoup souffert de ne pas nous voir pendant ces 2 mois et demi. Et on se manquait, je dirais. Moi, je suis très contente de les revoir enfin en chair et en os. Enfin, voilà. Même, ça ne suffit pas. Ce que nous faisons là, le Zoom, ne suffit pas. Enfin, c'est pas parce que je vous vois pour la première fois, je vous vois en Zoom. Vous êtes très, très jolie et tout ça est très sympathique. Mais je me dis, bon, tant que on ne se sera pas vu vraiment, ce n'est que 2 images quand même. Cette tristesse dont vous parlez, cette tristesse des départs, est-ce parce que votre roman personnel, comme vous l'expliquez très bien lors de votre discours de Kyoto, n'a été qu'un chemin de quête, de compagnonnage, ou est-ce plutôt la tristesse due à l'accro au contrat que vous avez établi avec vos comédiens en tant que capitaine? Quand est-ce que je vous ai parlé de tristesse? La tristesse d'être quitté?
Ah quand, oui, quand aussi, les comédiens quittent? Est-ce que cela vient justement de ce roman personnel qui je est une pense que quête de vous n'avez jamais, compagnonnage? Ou cette vous n'avez remise en cause de votre capitanat? non, je crois pas. Vous avez jamais été quitté, vous? Vous Si? avez de la chance, alors, vraiment. Non, vous avez été quitté. Oui? Vous avez aimé ça? Non, mais en fait, c'est pas un rapport professionnel. Mais quand on pense à une troupe, on se dit c'est un rapport professionnel. C'est normal qu'il y ait les gens qui partent. Mais voilà, je viens de vous dire que non. Je viens de vous dire qu'une troupe, ça n'est pas qu'un rapport professionnel. Ça ne peut pas fonctionner juste sur un rapport professionnel. Je ne, s'il n'y a pas des moments d'enthousiasme euh, intimes comme ça, qui peuvent être collectifs, mais aussi qui sont intimes, moi j'ai, je sais pas, quand un technicien euh, à qui j'ai demandé quelque chose me rapporte ce quelque chose, cette idée, cette vision, cet objet que je lui ai décrit, en disant, écoute, essaie de me faire un truc, il faudrait ci, il faudrait ça, et il revient et il me propose la plupart du temps beaucoup mieux, encore mieux que ce que j'ai demandé, encore mieux que ce dont j'ai rêvé. Je n'ai pas juste, je ne lui dis pas, ah, formidable, merci, merci beaucoup, ah, très bien. Tu vois, c'est pas vrai. Je ressens à ce moment-là, vis-à-vis de lui ou d'elle ou d'eux, je ressens bien plus. Je ressens un élan d'amour parce que ensemble, nous faisons quelque chose, nous faisons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Oui, oui. merci, Et je le merci, comprends. merci, tu as bien rempli ton contrat. Non, bien sûr que non. Ils font, au fond, Non, c'est un contrat affectif. En fait, je parlais d'un contrat voilà, affectif. Mais au-delà de ça, Ariane Mouchkine, je voulais savoir si le fait d'être quitté ne vous posait pas le problème de la reconnaissance de votre statut en tant que capitaine. Cela a pu vous arriver très crûment au début de votre aventure, par exemple. oui, oui, ça peut-être, mais ça fait longtemps, ça, quand même. Je veux Oui, dire, très longtemps. c'est-à-dire, j'ai certainement dû ressentir des choses de ce genre au début. Enfin, quand je dis le début, je dirais allez, dans les 10, 15 premières années, je pense que vous avez raison. Je pense que j'ai dû me sentir effectivement remise. Et je l'étais d'ailleurs, c'est pas que je me sentais remise en cause. Je pense que certains départs étaient des remises en cause. Justifiées ou pas, ça c'est autre chose. Mais je pense que c'était des remises en cause et qu'évidemment, j'en souffrais aussi comme tel. Mais il y a eu des départs où il n'y avait aucune remise en cause de cet ordre. Et d'une certaine façon, ils étaient pour moi encore plus douloureux. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est encore plus douloureux si quelqu'un vous quitte en disant tu es formidable, hein, mais j'ai besoin d'aller ailleurs. Voilà. Donc c'est encore pire d'une certaine façon. Alors que les remises en cause qui, c'est vrai, ont eu lieu, pas, heureusement, pas des milliers de fois, mais certainement 2, 3, 4 fois, qui étaient voilà, des gens qui pensaient qu'il fallait faire autrement et qui ont été le faire ailleurs autrement. C'était agaçant, c'était enrageant, mais c'était peut-être moins douloureux affectivement. Probablement, enfin certainement moins douloureux affectivement. Il y a deux choses. Et maintenant, j'avoue que je me pose plus ce problème de mise en cause, remise en cause, parce que je le fais moi-même de plus en plus là, parce que avec l'âge et quand même à un moment donné devant me ça va marcher bon, devant avec l'âge et devant me poser quand même la question de quand est-ce que je m'arrête, est-ce que je continue, non, c'est une remise en cause perpétuelle au fond. Non, mais aussi la longévité de l'expérience. Votre théâtre jouit d'une longévité exceptionnelle, 56 ans, que vous ne vous posez plus ce genre de questions. D'ailleurs, vous attribuez votre exceptionnelle longévité à un fondement et à des facteurs. Le fondement, l'égalité. Vous êtes à égalité de salaire, y compris vous. Il n'y a pas de privilège, Ariane Mouchkine, aucun? Oui, bien sûr qu'il y a des privilèges. Moi, je pense que on m'accorde maintenant
à moi et à certains anciens du Théâtre du Soleil, on nous accorde plein de petits privilèges, bien sûr. Par exemple, quelle sorte de Bah, privilège? À part la chaise, on lui trouve toujours une chaise, non, comme là, vous le dites. oui, on trouve toujours une chaise. Puis là, je suis obligée d'avoir cette chaise que je n'ai pas prise là parce que j'ai mal, voilà, au sortir de la maladie, j'ai encore mal un peu partout. Mais bien sûr que si, bien sûr, je veux dire, je nettoie plus les toilettes. Hein. Il y a des corvées dont on m'exempte. Bien sûr que j'ai des... Mais c'est pas que moi, je veux dire, au fur et à mesure qu'on vieillit, on sait que ben voilà, il y a des corvées, c'est les jeunes qui doivent les faire et c'est pas les vieux, entre guillemets. Donc, bien sûr, j'ai des privilèges. Juste Donc, vous... quelqu'un qui a besoin de moi. Juste une seconde. Oui, allez-y. Est-ce que le marteau-piqueur, ça vous dérange? Non, j'ai pas dit quoi que ce soit. Non, c'est juste que parce qu'on s'entend super Oui, non, fort. ça va. Non, si on ferme les portes, tu peux y aller. Ça. Non, merci. Je t'en prie. Donc, Ariane Mouchkine, vous parlez de fondement, le fondement de longévité et de facteurs. J'ai pu énumérer 3 facteurs que vous citez. Le premier, vous dites la chance. Et la chance, c'est les gens. Quels sont ces gens? Ben, c'est les rencontres. C'est-à-dire, vous savez, c'est une très grande chance d'avoir fait de bonnes rencontres dans sa vie et pas trop de mauvaises. Il y a des jeunes gens, des enfants qui font de mauvaises rencontres, comme on dit, et qui ruinent leur vie. Ou des gens moins enfants, mais des adultes qui font de mauvaises rencontres, qui orientent leur vie ou qui la ruinent. Et c'est comme si certains d'entre nous rencontrions des démons et puis le diable, enfin, ou des incarnations du diable. Et il y en a qui font des bonnes rencontres. Ben, moi, je considère que j'ai fait très peu de mauvaises rencontres et que quand je les ai faites, soit un instinct m'a immédiatement éloigné, soit les circonstances ont fait que cette mauvaise rencontre ne s'est pas abattue sur moi et ne m'a pas atteinte. Ou en tout cas, pas plus qu'un chagrin, une peur. Voilà. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une chance individuelle. Et puis, j'ai eu la chance je vous dis, de faire à la fois dans les gens qui me sont proches, c'est-à-dire la troupe, j'ai rencontré, y compris parmi ceux qui m'ont quitté, comme vous dites, des gens merveilleux. Et puis, j'ai eu il y a eu plein de très bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau. Il y a des gens qui ont fait attention à nous, il y a des gens qui nous ont protégés, il y a des gens qui nous ont aidés, il y a des gens qui nous ont invités, il y a des gens qui nous ont été ravis de nous voir, entre guillemets, réussir, enfin, qui étaient ravis de nous voir avancer. Et c'était pour la plupart, d'ailleurs, ces gens-là, des gens qui n'avaient aucune crainte à avoir, qui étaient des gens qui eux-mêmes avaient eu la place qu'ils voulaient et que nous ne menacions pas et qui ne se sentaient pas menacés. Et je ne sais pas, voilà, parfois je me demande si les jeunes de notre époque, de maintenant, ont assez de ces bonnes fées qui n'ont pas peur d'eux, qui n'ont pas peur de leur succès, qui n'ont pas peur de leur talent, hein, au contraire, qui en sont ravis et qui les aident à se faire connaître, à rencontrer le public, voilà. Donc nous, il y a eu comme ça des gens qui étaient bienveillants. Vous savez, c'est important, la bienveillance. Et voilà, donc nous avons rencontré mais il a fermé la porte ou il a laissé la porte? Non, ça y est, il ferme la porte. Deuxième facteur de longévité, Ariane Mouchkine, vous parlez du don de soi, le sacerdoce des comédiens du Théâtre du Soleil. Les comédiens du Théâtre du Soleil participent à la cuisine, au ménage, ils travaillent plus que ne le permettent les conventions collectives. Oui, souvent. Oui, souvent. Je pense que c'est l'enthousiasme, c'est comment dire. Oui, je pense que s'il y avait eu que des comédiens
commençant à telle heure et finissant à telle heure, et ne donnons pas plus d'eux-mêmes, nous n'existerions plus depuis longtemps. Voilà. On tient, au fait, on tient pas parce que nous donnons normalement, mais parce que nous donnons de plus que normalement. Troisième facteur, Ariane Mouchkine, l'ouverture. Vous dites, ce n'est pas que vous dites, mais chaque acteur peut essayer tous les rôles. Est-ce que cela ne vous donne-t-il pas des… Pardon, excusez-moi. Oui, le bruit ne vous gêne pas, hein, vous ne l'entendez pas. Non, enfin, en fond sonore, mais j'entends plus votre voix. Donc, troisième facteur, Ariane Mouchkine, tout est ouvert. Chaque acteur a la latitude d'essayer tous les rôles. Est-ce que cela ne vous donne pas du fil à retordre quant à la gestion des égos, des déceptions? Peut-être, parfois, il y a des moments très cruels, hein, quand un acteur ou une actrice, pendant un mois, a essayé un rôle, mais qu'elle voit ou qu'il voit que l'autre, voilà, c'est l'autre qui va avoir le rôle, parce qu'il est mieux, tout simplement. Et qui décide que c'est l'autre qui va avoir le rôle? Ça, c'est moi qui décide. Mais ça ne peut être que moi, d'ailleurs. Mais, si vous voulez, c'est pas plus cruel quand les jeux sont joués depuis le début. Hein. Vous imaginez? C'est très cruel, la distribution, finalement. Si j'arrive en disant, bon, un tel va faire ça, un tel va faire ça, un tel va faire ça, sans justement avoir donné à tout le monde la possibilité de tenter, de proposer, etc. Donc seulement, nous nous privons tous de visions qui sont très intéressantes de chacun des personnages et c'est très intéressant quand certaines actrices jouent Macbeth ou Tartuffe. Voilà, dans les répétitions, c'est passionnant et à la porte, elle découvre des choses qui sont très précieuses à l'acteur qui finalement va le jouer. Et c'est très, parfois, un jeune acteur débutant va tout d'un coup dans une scène, même s'il va la faire maladroitement, etc., il va apporter quelque chose pour dire, ben oui, là, c'est quelque chose, ça existe. Donc, il y a beaucoup plus de gains pour tout le monde. Et effectivement, il y a le jour où je dis à quelqu'un qui croyait encore qu'il avait ses chances, que lui, bon, écoute, il faut que je te parle. C'est pas toi qui vas faire ça, tu vas laisser l'autre. Effectivement, il y a une matinée pénible parfois de larmes, parfois de bouderie même, ou parfois au contraire de conscience que bah oui, c'est vrai, et quelqu'un, comme on dit, prend sur soi et se rend compte que bah, il ou elle a eu la chance de pouvoir travailler tel rôle pendant 2 mois. Et voilà, et de toute façon, cette personne ne se retrouve pas sans rien sur le trottoir. Hein. Elle joue un autre rôle. Elle n'est pas ni chassée, ni sanctionnée. Donc, et d'ailleurs, elle n'aurait pas à l'être. Elle n'aurait pas à l'être. Donc, c'est une méthode. Comme toutes les méthodes à ses failles, mais pour nous, c'est mieux que tous les jeux soient faits par moi uniquement, sans que tout le monde puisse se rendre compte. Parce que il y a aussi le fait qu'en répétition, tout le monde voit tout. Donc, tout le monde voit qu'un tel est mieux dans tel rôle qu'un tel. Et peu à peu, ça, à moins de revirements tout à fait théâtraux, à moins de coups de théâtre, et ça arrive d'ailleurs, hein, c'est arrivé 1 ou 2 fois, mais au bout d'un moment, tout le monde se dit, bon, voilà, ben maintenant, c'est lui qui fait ça, c'est elle qui fait ci. Ariane Mouchkine, quand vous avez commencé le théâtre de l'époque était très psychologique. Vous n'avez pas pris ce chemin. Pourquoi? Était-ce votre immersion asiatique, ce voyage fondateur en Asie où vous avez compris l'importance du corps de l'acteur en tant que métaphore, l'influence de Brecht, les stages avec Lecoq, ou alors c'est que vous vouliez juste faire un théâtre qui soit à la portée de tous? Non, je pense que c'est ce que vous avez dit au début. Je pense que j'ai eu là aussi la chance de pouvoir faire ce grand, énorme voyage initiatique pour moi. Vous l'avez fait très jeune. Oui. Après votre propédeutique. Et puis certainement Lecoq, comment dire,
confirmer des choses. Oui. Pardon. Oui, allez-y. Interview là, mais d'accord. Tu dis-moi. Il y avait un autre chantier, des petites choses à faire encore? Alors oui, vous m'accordez une minute? Oui, allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Pardon. Donc, il y a le râtelier, il est en train de faire. Et ben, il y a les portes, mais ça c'est lui qui peut faire. C'est lui qui peut faire. J'ai ramené mes chariots. J'ai encore des petites choses à faire. J'ai mis dans je me rappelle. Oui. Mais par contre, Ariane, est-ce que vous pouvez reprendre toute votre réponse pour le montage tout à l'heure? Oui. Donc, vous m'avez dit que c'est plutôt la première chose que vous avez dite. Oui. Le voyage initiatique pour moi, mais aussi le coq. Oui. Non, je pense que c'est ce que vous avez dit tout d'abord. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce très grand voyage en Asie, ce très grand voyage qui a été vraiment initiatique, enfin, je pense qu'il m'a donné mon chemin. Et aussi le coq, parce que le coq, d'une certaine façon, quand je suis revenue, comment dire, il m'a prouvé que ce n'était pas que oriental, ce que j'avais cru comprendre. Ce n'était pas, parce qu'il y avait ce danger aussi, de se dire, oui, mais enfin ça c'est l'Asie, c'est le théâtre asiatique. Oui, mais c'est trop typé, trop ceci, trop cela. Et en quelques mois de travail avec le coq, qui était vraiment un génial pédagogue, vraiment, je me suis rendu compte que le coq ne parlait pas d'Asie. Lui, il parlait plutôt d'Italie, d'une certaine façon, parce qu'il enseignait magnifiquement les personnages de la commedia dell'arte, et qu'au fond, il me disait la même chose, en plus pédagogique, en plus méthodique, en plus, je dirais, là en Asie, j'avais reçu comme ça des visions, des chocs, des interpellations presque mais je n'y comprenais pas grand-chose. C'était d'abord parce que je ne comprenais pas les langues, je ne comprenais pas le japonais, je ne comprenais pas le chinois, je ne comprenais pas aucune des langues indiennes, ni tamoul, ni malayalam, ni aucune des langues indiennes que j'entendais dans certains théâtres traditionnels. Mais j'étais là et je recevais la beauté et les émotions. Et au fond, est-ce que j'aurais réussi à trier tout ça sans le coq? Je ne suis pas certaine. Je crois que le coq m'a permis d'abord de croire que, mais oui, ça m'appartenait. Justement, il n'y avait pas une actrice ou un acteur japonais n'était pas tombé dedans comme ça. Il fallait une formation pour lui autant que pour nous. Et que ça n'était pas destiné à traduire uniquement le monde asiatique. Mais c'était du théâtre, tout simplement, et que si c'était ce théâtre-là dont j'avais envie pour fonder, au fond, le mien, enfin, notre théâtre, j'y avais droit du moment que je le comprenne, je l'apprenne, je le traduise, et voilà, donc j'ai eu de la chance là aussi. Votre volonté de faire du théâtre populaire ne vient-elle pas aussi de là? Parce que le choc que vous avez eu, par exemple, au Japon, quand vous avez vu cet acteur inconnu, cet acteur au tambour, ce genre, c'est le théâtre du peuple et ça a été un grand choc pour vous. Oui, mais bon, j'avais quand même été au Théâtre National Populaire avant. J'avais vu le Cid, j'avais vu Gérard Philippe je pense que le théâtre populaire. Je crois que c'est, vous savez, Jean Vilar. Oui, je crois qu'on ne fait, ou en tout cas on ne devrait faire que le théâtre qu'on a envie de voir. Voilà. Moi, je pense vraiment que nous faisons les spectacles que nous avons envie de voir. Donc, il y a des gens qui sont plus intellectuels, je ne sais pas, peut-être plus chercheurs, plus d'avant-garde, et qui font un autre théâtre, parce que c'est celui-là qui leur font plaisir, parce que quand même le plaisir dans l'art, ça compte, et le plaisir au théâtre, ça compte beaucoup. Donc moi, je ne fais pas du théâtre populaire parce que je me force à faire du théâtre populaire, pas du tout. Je fais le théâtre que j'aime, et Dieu merci, il se trouve que c'est, je pense,
du théâtre populaire. Voilà. Donc, en ce faisant, je crois que le théâtre du soleil se met dans une certaine lignée plutôt que dans une autre. Ça ne veut pas dire que cette lignée, artistiquement, est supérieure à une autre. Je ne vais pas dire que... Vous voyez, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que cette lignée est supérieure à Grotowski d'une part, ou à Claude Régis de l'autre part. Je ne dis pas ça. Mais c'est une lignée. Et il se trouve que je me suis instinctivement inscrite dans cette lignée parce que c'était ça qui me faisait, qui m'émeuvait, qui me faisait ou pleurer, ou rire, ou être enthousiaste. Enfin. Cependant, Ariane Mouchkine, le mot théâtre populaire dans votre bouche n'est jamais neutre, n'est jamais descriptif, il est laudatif. Quand vous dites que vous n'avez pas inscrit théâtre populaire sur le fronton de votre cartoucherie, car ça serait vous flatter, c'est reconnaître que le terme est laudatif. Quand vous dites aussi, en parlant de la genèse de l'expérience théâtre populaire avec Jean Vilar, vous dites ceci: Vilar a tracé un chemin artistique, politique et moral. Donc, quel engagement moral, politique et artistique a le théâtre populaire qui, comme vous le concevez, et qui le rendrait supérieur peut-être? Parce que je vous ai dit là que j'ai remarqué que le terme avait un sens laudatif dans votre bouche. Bon, alors oui, mais je pense que voilà, quand je vois un beau spectacle, c'est vrai que je dirais ah puis ça c'est vraiment du théâtre populaire, voilà. Mais bon, peut-être que c'est peut-être que je suis injuste là, mais on est injuste dans ses goûts. Hein, on n'est pas forcément dans ses goûts, on est injuste, on préfère ça à ça. Donc je ne dirais jamais, évidemment, qu'un certain théâtre plus conceptuel ou plus intellectuel n'est pas moral. Ce n'est pas ça que je dis. Quand je dis Vilar nous a tracé un chemin moral, c'est parce qu'effectivement, il osait dire, voilà, nous savons, il y a une troupe, un théâtre populaire, un théâtre national populaire, doit avoir certaines vertus du respect du public, du respect des fonds publics, du respect, enfin, vous voyez, avoir conscience de sa mission, avoir conscience de ce à quoi nous servons, pourquoi est-ce que nous recevons nos subventions après tout, hein? On reçoit des subventions, on reçoit de l'argent de la nation, on reçoit de l'argent de contribuables, dont certains d'ailleurs n'auront jamais même l'idée de mettre les pieds chez nous, ce qui d'ailleurs me chagrine. Mais bon, c'est comme si on devait être digne, y compris de ceux qui ne viennent pas chez nous, parce qu'ils n'en ont pas l'idée, parce qu'ils n'en ont pas la force, pas le désir, parce qu'ils n'ont pas été incités à venir chez nous aussi parfois, ou certains même parce qu'ils ont été découragés de venir chez nous. Donc, mais n'empêche que moi, je les considère comme autant de créanciers au fond. Voilà. Disons, je pense que voilà, on parle beaucoup des droits et des droits des artistes, et Dieu sait si en ce moment je pense qu'il faut parler des droits des artistes. Il n'empêche que nous avons aussi des devoirs. Voilà. Et Vilar avait le courage de nous rappeler souvent quels étaient non seulement nos droits, mais aussi nos devoirs. C'est en cela, je trouve, qu'il était moral.